Vous arrivez à m'entendre? Le son s'écoule pour tout le monde? Parfait. Donc, je vous disais, ça fait plaisir de vous voir tous au niveau de ce webinaire. Et ça fait plaisir de voir aussi bien les habitués que les nouvelles personnes. Donc, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Surtout que ce webinaire est un petit peu plus tôt que les autres. Mais bon, donc on va revenir sur des horaires d'après-midi à partir de la semaine prochaine. Et en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Donc là, globalement, on va se retrouver pour discuter un petit peu de sujets, notamment sur une introduction au trade hunting. Donc certes, nous aurons une formation dédiée à ça sur Alform, mais déjà, on va commencer par une petite introduction euh, par rapport à ce sujet lors de ce webinaire, parce que j'aimerais bien qu'on puisse partager des informations sur ce sujet, parce que quand même, c'est un titre qui fait un petit peu peur, mais ce n'est pas aussi complexe qu'on va pouvoir le croire. Donc, du coup, à partir de là, nous allons aussi voir de nouveaux webinaires les semaines prochaines. Donc, je vous ai préparé un webinaire compromis sur la suite de celui sur Bluedown, donc où on va apprendre à exploiter l'outil. Donc là, on va essayer de faire une étude de cas à partir d'une analyse vers une exploitation avec ce dernier. Et celui qui va suivre va concerner l'évasion d'antivirus. Nous verrons différentes techniques pour pouvoir s'évader ou proprement dit créer des backdoors, des malwares et ainsi de suite pour pouvoir bypasser les détections d'antivirus, ce qui vous sera extrêmement utile lorsque vous faites des exercices Red Teaming et ainsi de suite. Donc du coup, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez les liens sur le chat. Et bien sûr, par la suite, je vous prépare une grosse surprise. Donc, on va pouvoir discuter ou préparer un webinaire qui va traiter la partie carrière, certification et métier. Et on aura aussi dans d'autres webinaires des invités assez intéressants. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos propositions, donc de webinaires, de formation aussi, sachant que je vous ai préparé une petite formation où j'ai quasiment fini l'enregistrement d'une formation technique de hacking et sécurité, l'essentiel, donc avec de magnifiques techniques que vous allez adorer, que ce soit de l'OSINT, du pentest AD, des attaques réseau, etc., etc. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Après, avant de pouvoir commencer, au cours du webinaire, n'hésitez pas à me faire part au niveau de l'onglet sondage de ce que vous préférez en termes de temps. Donc, si vous préférez avoir des webinaires à 14 heures, si vous préférez en avoir à 10 heures du matin ou à 18 heures. Donc, pour les deux prochains du webinaire, ça sera à 18 heures. Mais si jamais vous avez des préférences de temps, n'hésitez pas à pouvoir cliquer sur la partie sondage. À partir de là, on va donc pouvoir commencer notre sujet. On va traiter le threat hunting, qui est un sujet d'ailleurs extrêmement intéressant, d'actualité toujours, et qui me fait toujours, disons, vibrer, puisque ça permet aussi derrière de pouvoir continuer à apprendre. Ça permet aussi de pouvoir déceler des nouvelles menaces. Et on va donc essayer de pouvoir découvrir le plus simplement cette approche-là, qui est vraiment une approche très intéressante lorsque vous êtes dans une entreprise et surtout lorsque vous travaillez dans un SOC. Parce que ce qu'on fait dans un SOC principalement, c'est pas juste du ticketing, on va pas juste aller chercher à traiter, à gérer des tickets et à pouvoir faire de la réponse à incident. Parce que le threat hunting, ce n'est pas de la réponse à incident. Il faut vraiment différencier les différentes approches, mais plutôt c'est une approche proactive qui va être extrêmement intéressante. Et donc, du coup, bien sûr, nous aurons cette formation sur Alform. Donc, à partir de là, bon, il y a des nouvelles formations comme l'analyse de malware, comme le pentest sur les infrastructures SCADA ou encore la formation sur Wireshark. Donc, d'ailleurs, si vous avez des propositions de formation, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, il y aura technique d'acquis l'essentiel, du pentest AD, du threat hunting, la mise en place de SOC. Donc, il y aura une formation aussi par rapport au déploiement d'un SOC de A à Z. Donc, n'hésitez pas aussi, encore une fois, à pouvoir me présenter vos propositions. C'est extrêmement important parce que pour moi aussi, l'important, c'est qu'on puisse répondre à votre besoin, répondre à vos attentes. Et c'est ma façon un petit peu de pouvoir répondre à votre fidélité. Pour commencer à rentrer donc,
dans le vif du sujet, on va discuter du threat hunting concrètement. Donc, le threat hunting, pour le définir de la manière la plus simple, c'est tout simplement l'art de recherche itérative dans la donnée. Donc, cette donnée peut être brute ou structurée, afin de pouvoir détecter des menaces qui sont avancées principalement, qui passent entre les mailles du filet. Donc, certes, on peut déployer au niveau de nos infrastructures différentes mesures de protection, différentes solutions de protection globalement. Ça peut être des firewalls, des systèmes de détection d'intrusion, des sandbox de détection de malware ou encore des CIEM. Mais qui veut dire, ou si on parle de mesures de protection, cela ne va pas forcément dire que ces mesures vont être efficaces. C'est très important à prendre en considération parce que ces différentes mesures, principalement, ne détectent que ce qu'elles connaissent. Vous pouvez me dire, voilà, les firewalls, il y a la détection heuristique, mais même la détection heuristique va se baser sur des éléments déjà connus. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir, grâce à différentes techniques, bypasser toute et n'importe quelle mesure de protection qui a été mise en place. À partir de là, la question, c'est comment on va pouvoir détecter des menaces avancées, surtout par rapport à ce qu'on va pouvoir retrouver au niveau d'exploitation, tel qu'avec donc, des approches ou des techniques utilisées par ce qu'on va appeler les APT. Donc, nous avons découvert cette technique ou cette notion précédemment, les APT pour les Advanced Persistent Threat ou pour menaces persistantes avancées. Donc, c'est, comme on a dit, des menaces vraiment poussées qui vont pouvoir essayer de pouvoir accéder à notre système d'information, essayer de rester le plus persistant possible et de pouvoir exfiltrer des informations et ainsi de suite. Ces différentes menaces passent entre les mailles des filets en utilisant des techniques très avancées. Et donc, le seul moyen de pouvoir détecter ces différentes menaces, c'est de pouvoir regrouper ces différentes informations ou les différents logs et données concernant les activités sur les systèmes et réseaux. Je dis bien les deux, parce qu'ils se complètent et les traces vont pouvoir être corrélées à partir de différentes sources. Et à partir de là, on peut définir assez simplement le threat hunting comme l'art de la recherche itérative et proactive, itérative et proactive des menaces au niveau des différentes données à travers des outils dédiés. Après, je ne dirais pas que les SIEM ne servent pas forcément à quelque chose. Les SIEM vont être des solutions qui sont assez, disons, intéressantes, mais complémentaires et non pas des solutions principales. Donc, on ne va pas dire, voilà, j'ai un SIEM au niveau de mon organisme, c'est bon, je suis sécurisé, comme certains peuvent le penser. Un SIEM, encore une fois, il va corréler des informations pour nous en faire sortir une logique et donc de pouvoir donner un sens aux différents événements de sécurité en corrélant ces différentes informations avec les bases de données qu'ils vont pouvoir avoir. Ça, c'est une approche aussi qui peut être intéressante, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui est derrière l'écran, donc c'est-à-dire quand je dis quelqu'un derrière l'écran, je veux dire par là un opérateur qui va pouvoir interpréter et qui va pouvoir donner un sens aux différentes alertes qui vont être remontées, cela ne servira pas à grand-chose. Sachant que, principalement, le threat hunting peut principalement arriver suite à une alerte donnée soit par un tiers, donc une personne, donc un client au sein d'un organisme, soit par rapport à une analyse préalablement établie par d'autres chercheurs. Donc, à partir de là, on peut se baser sur ces différentes analyses pour vérifier si notre organisme n'est pas vulnérable ou n'a pas été attaqué par certaines menaces. À partir de là, on peut aussi se baser sur les différentes campagnes d'attaque ou les tendances d'attaque, notamment par rapport aux principaux groupes APT. Donc, il y a bien sûr différents éléments à prendre en considération qui vont concerner cette approche-là. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, ou ce qu'il faut surveiller autrement dit, au niveau des prochains slides. Et donc, à partir de là, il faut bien se mettre en tête que, premièrement, le threat hunting n'est pas de la réponse à incident.
C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir détecter une menace et interagir avec les différentes ressources affectées pour pouvoir bloquer la menace ou bien pour résoudre les problèmes relativement à cette menace. Mais ici, on va beaucoup plus aller chercher à pouvoir, donc tout simplement, comprendre la structure de la menace et mettre en place des approches qui vont être, disons, qui nous permettent, autrement dit, d'améliorer la sécurité de notre récit par la suite. Mais l'objectif, c'est surtout de pouvoir détecter des menaces qui sont inconnues, avancées et généralement persistantes au niveau du SI. Après, il est très important de différencier deux approches. C'est-à-dire une approche proactive. Donc là, l'image elle va un petit peu parler d'elle-même. Cette approche proactive consiste tout simplement à pouvoir chercher, à pouvoir analyser continuellement les données. Des données, quand je dis données, c'est-à-dire nos logs transformés à travers divers outils. D'ailleurs, dans l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, ça sera sur l'outil Splunk. Donc, nous verrons du Splunk, nous verrons des sandbox, et dans la formation complète, nous verrons toute la suite d'outils à mettre en place. Et donc, une recherche proactive, il faut l'imaginer comme donc, des services de sécurité ou de police qui vont continuellement faire une ronde pour pouvoir détecter d'éventuelles menaces, aller chercher, fouiner, il faut être curieux, il faut essayer de pouvoir aller en profondeur par rapport aux différentes approches. Sinon, contrairement à la partie ou à l'approche réactive, où l'on va pouvoir avoir principalement une approche où l'on va disposer donc d'une réponse seulement et seulement si une menace a déjà été détectée. Le problème avec la recherche ou avec l'approche réactive, c'est une approche qu'on dit d'alerting. Et quand on dit une approche d'alerting ou une approche orientée alerte, c'est tout simplement une approche qui vient suite à la notification du démarrage d'une menace ou de l'occurrence d'une menace. À ce moment-là, au niveau de l'approche proactive, on va continuellement chercher des menaces à travers les datas. On va utiliser ce qu'on appelle une approche de threat intelligence en utilisant des outils dédiés qui nous permettent de découvrir ce qu'on appelle les TTP. Quand je dis les TTP, pour ceux qui ont assisté au niveau du dernier webinaire, donc sur la partie Red et Blue Teaming, on avait discuté des TTP en étant les tactiques, techniques et procédures mises en place par les attaquants. Contrairement à l'approche réactive, où là, on va attendre que l'événement se passe ou que l'incident se passe, et on va se baser principalement sur les SIEM, sur les EDR, les AV, les antivirus, les centres de détection des préventions d'intrusion, ou encore un appel de l'ANSSI pour dire voilà, attention, il y a une menace, faites attention, il y a l'Emotet par exemple dernièrement qui a fait peur à la plupart des entreprises, faites attention, il y a quelque chose qui va arriver, ou attention, il y a une vague d'attaques contre les infrastructures du même qui travaillent dans le même contexte que vous, donc il y a une campagne d'attaque spécifique, etc., ou en mettant en place, suite à la mise en place ou au déploiement d'un audit, donc suite au rapport qu'on va recevoir, on va pouvoir modifier les différents, ou on va pouvoir réagir face aux différentes menaces, donc ou alertes qui vont pouvoir être reportées à partir de cet audit. Bien sûr, donc, le threat hunting va pouvoir avoir différents objectifs qui vont dépendre du contexte ou du contexte dans lequel on va travailler. Et aussi du contexte, mais aussi de la politique de sécurité qui est mise en place. Ça dépendra du niveau de sécurité dont on a besoin. Ça dépendra vraiment de plusieurs parties ou de plusieurs indicateurs à mettre en place. Mais ce n'est pas un travail qui va être fait quand on le souhaite. Ce n'est pas un travail qui va être fait lorsqu'on va pouvoir avoir un incident, à ne pas différencier avec le travail traditionnel des SOC. Mais c'est un travail qui doit être fait continuellement pour détecter soit ou identifier des systèmes et comptes compromis. Ça, c'est la première des choses. Et généralement, même si ce n'est pas la meilleure personnalité à citer, mais John McAfee a un jour dit lors d'une interview,
il y a deux types d'entreprises. Les entreprises qui se sont fait pirater et ceux qui ne le savent pas encore. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il y a eu une intrusion. À un moment ou à un autre, on s'est fait attaquer. Et l'objectif ici, de pouvoir trouver, identifier soit des systèmes ou encore des comptes compromis de quelconque façon. Deux, c'est l'identification d'APT. Et quand je dis l'identification d'APT, c'est l'identification de menaces avancées. Et APT, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est-à-dire qu'on est devant des menaces assez avancées, des gens qui sont subventionnés généralement par des États, des gens qui ont beaucoup de compétences, qui ont accès à des zero day, etc., etc. On a aussi, pourquoi pas, l'amélioration des règles de détection de menaces. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie des différents objectifs. Donc, lorsqu'on fait du threat hunting, c'est aussi d'évaluer la partie détection de menaces dans ce contexte-là, mais aussi d'effectuer des analyses forensiques. Donc, c'est-à-dire que généralement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'analyser ce qu'on a et non pas ce qui va arriver. Et en fait, on a une multitude d'informations, des bases de connaissances externes, des logs, mais aussi une analyse en temps réel, pourquoi pas, grâce à des outils dédiés comme du Splunk, donc des corrélateurs de logs, on va en discuter sur la partie pratique. Et en fait, on va essayer de pouvoir corréler, mixer tout ça pour faire sortir. Donc, grâce à une expertise, parce que derrière, ce qui est important, c'est aussi le mindset. On va discuter de ça d'ailleurs au niveau des prochains slides. C'est aussi le mindset qui est derrière. C'est-à-dire comment on va pouvoir répondre, analyser et interpréter. Et attention, ici, on n'est pas devant de la réponse à incident. Malgré que la réponse à incident est, mais aussi le threat hunting se chevauche beaucoup. Donc, ça couvre ce que les outils n'arrivent pas à voir concrètement. C'est-à-dire que là, on va essayer de pouvoir couvrir les différents angles morts. Et la chasse aux menaces est un processus cyclique en plusieurs étapes, idéalement. Et sachant que la chasse aux menaces est proactive de sorte que le threat hunter ne sait pas ce qu'il cherche en l'absence d'une menace connue. Donc là, on va essayer aussi de découvrir des nouveaux patterns d'attaque. Et en fait, le plus important, c'est de définir nos objectifs et nos exigences. À ce moment-là, il est possible de collecter et analyser des données, de parcourir les phases d'une chasse jusqu'à qu'une menace soit détectée ou refutée. Si une menace est détectée, une correction et une réponse sont nécessaires pour purger la menace du système. Et donc, on a le threat hunting et ensuite la réponse à incident. Et donc, le premier objectif, c'est de définir qu'est-ce qu'on cherche, dans quel contexte. Même si on a une grande variété de menaces potentielles, bah en fait, on a assez de data pour détecter tout ça. Parce que les indicateurs de compromission, c'est quelque chose qui est assez commun entre les différentes menaces. Et le plus difficile, c'est de pouvoir, ou lorsqu'on va pouvoir effectuer une chasse proactive aux menaces, c'est qu'on n'a pas de cible spécifique à chasser. Et ce qui peut rendre la définition de la chasse aux menaces extrêmement difficile. Et en fait, il y a trois approches, trois grandes catégories qu'on peut suivre. On a la chasse aux menaces basée sur des hypothèses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire ou donner des hypothèses pour dire, voilà, on va suggérer qu'une menace a tenté de pouvoir nous attaquer à partir du réseau où on a été compromis au niveau de notre parc AD, où il y a eu cette vulnérabilité qui a été exploitée dans le temps lorsqu'on découvre une vulnérabilité ou autre. Et à partir de là, on va commencer notre recherche. On va voir d'ailleurs le processus par la suite. Ça peut être des chasses aux menaces basées sur la data, donc sur les données. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu plus simple. Pourquoi? Parce que quand on va avoir une chasse aux menaces basée sur la donnée, on commence par collecter un ensemble de data, des logs principalement. Et vos logs, c'est votre petite mine d'or, c'est votre bijou. Il ne faut surtout pas les perdre. Puis, par son analyse pour les indications d'une menace,
particulière qui va mériter d'être chassée. Par exemple, un Threat Hunter peut collecter des journaux de trafic réseau pour le serveur web de l'entreprise et rechercher des éléments d'intérêt. Par exemple, il va essayer de pouvoir détecter des tentatives de brute forcing, il va essayer de détecter des tentatives d'upload de fichiers piégés, donc d'échelle, etc., etc. Et si une anomalie est détectée, c'est un bon point de départ pour une recherche plus approfondie. Et lorsque vous essayez de décider d'un ensemble de données à partir duquel commencer une chasse, il est souvent utile de pouvoir gérer, donc tout simplement de pouvoir regarder ce que je vous ai montré au niveau des anciens webinars. Vous vous rappelez de la kill chain ou de la cyber kill chain qui a été précédemment découverte dans les autres webinars? À ce moment-là, on peut se baser sur cette cyber kill chain, donc du coup sur cette approche d'attaque, ou cette approche, pardon, de modélisation d'attaque, d'armes d'attaque, et ainsi de suite, pour pouvoir tout simplement établir donc, les éléments les plus intéressants donc, à surveiller. Vous avez aussi dans votre Threat Hunting la possibilité de pouvoir suivre ce que je vous avais montré aussi au niveau de l'avant-dernier webinaire pour ceux qui étaient là, le framework du MITRE, donc attaque. Donc là, par exemple, lorsqu'on va pouvoir essayer de pouvoir faire de la chasse aux menaces, on peut aussi se baser sur les modèles MITRE relatifs donc, aux différents processus, aux différentes méthodologies d'attaque. Et donc, à partir de là, on va pouvoir modéliser ces approches-là pour pouvoir faire notre threat hunting. Et on a aussi la possibilité de faire de la recherche aux menaces basée sur des objectifs. Et donc, ces objectifs vont pouvoir concerner donc, des indicateurs de compromission, par exemple, par rapport à une attaque connue. Donc là, on sait déjà ce qu'on va chercher. Ça nous facilite la tâche. On peut chercher un vecteur particulier des attaques sur le framework MITRE, attaque, que je vous ai montré. Ou tout simplement, on peut chercher la présence d'outils, de techniques et procédures d'une menace persistante avancée qui va pouvoir, donc tout simplement, ou peut-être être présente au niveau de notre réseau. Le choix d'une cible va fournir un point de départ, en fait, pour la recherche et un objectif pour la collecte initiale des data. Et au fur et à mesure que la chasse se poursuit, de nouvelles informations vont pouvoir être récoltées et entraîner un changement d'orientation. Et c'est ça ce qu'il y a de bien dans ce métier-là. Et c'est pour ça que je dis toujours que dans un SOC, il faut essayer donc de pouvoir mettre en place ces approches-là et non pas rester à faire du ticketing. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc, à partir de là, on peut arriver à pouvoir définir ou à pouvoir créer des hypothèses, mettre en place, des méthodologies. La méthodologie qui va commencer par la collecte et le traitement de données à travers divers outils, par la création d'hypothèses ou définition des objectifs, par l'investigation via des outils et techniques dédiés, par la découverte de nouveaux patterns d'attaque et techniques d'exploitation. À partir de là, on peut transférer ces informations donc aux équipes dédiées, mais aussi enrichir les différentes bases de données. À partir de là, donc, il reste bien sûr différents éléments à prendre en considération, comme les compétences à avoir. Et quand je dis bien sûr compétences, c'est-à-dire ce qui va pouvoir concerner différentes approches, notamment des approches de mindset. Donc, c'est-à-dire il faut avoir l'esprit qui va avec. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi à pouvoir réfléchir comme un threat hunter, chercher, aller analyser, ainsi de suite. Connaître les architectures OS, les architectures réseau, les cycles de vie d'attaque, les méthodologies d'attaque, les OTTP des attaquants. Il faut avoir des connaissances en analyse de log, en forensique réseau, mais aussi appréhender les différents outils d'analyse qui vont pouvoir être exploités. Bien sûr, et à partir de là, on va se baser sur différentes données qui vont être récoltées
à travers, donc, bien sûr, les logs des systèmes d'exploitation, l'analyse en temps réel des process, les processus qui vont démarrer ou les services qui vont démarrer au niveau de la machine. Il faudra mettre en place des snapshots de la machine, du monitoring des répertoires système et d'autres composants, ce qu'on appelle des artefacts forensiques qu'on va pouvoir exploiter pour l'analyse par la suite. Sur la partie réseau, il faudra analyser les métadonnées des fichiers téléchargés, mettre en place une récolte des headers des mails, des pièces jointes, des métadonnées et une analyse des différentes requêtes sur le réseau. Et à partir de là, et seulement à partir de là, notre processus va pouvoir se baser sur une récolte d'informations et une interprétation de différents éléments à travers des sources comme le MITRE, des réseaux sociaux, des conférences, des blogs, des rapports d'analyse APT, des exercices de red teaming, de la réponse à incident ou encore de l'analyse de menaces et du forensique, mais aussi du monitoring, donc de la supervision réseau. À partir de là, vous pourrez effectuer votre analyse en suivant les processus qu'on a pu découvrir jusqu'à maintenant et effectuer votre threat hunting. Et donc, bien sûr, il existe différents outils que vous pouvez utiliser. Et donc là, on va pouvoir découvrir tout ça assez rapidement et pratiquement. Donc, il faudra mettre en place dans ce cas-là des outils de supervision réseau et de corrélation de logs, des solutions SIEM si vous le pouvez, ainsi que d'autres outils d'analyse complémentaires, incluant des outils d'analyse de malware. Donc là, au niveau de notre lab, donc on va pouvoir découvrir des outils assez basiques. Donc, c'est-à-dire, basique, quand je dis dans le sens basique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se baser sur des outils d'analyse, notamment de malware, sur des outils donc d'analyse concrètement donc d'analyse de log, etc., etc., etc. Et donc, on va essayer de voir principalement ces différents outils, donc de mining de menaces globalement. Donc, on va commencer par des outils d'analyse assez simples. Par exemple, des analyses, on va voir un exemple avec du Splunk. Après, je vous montrerai des outils complémentaires. Vu que c'est un webinaire, on ne peut pas vraiment avoir tout le temps que l'on souhaite. Mais à partir des prochains cours sur Alphaform, vous aurez que des formations de ce type-là. Donc, c'est-à-dire du threat hunting, de l'analyse SOC, du pentest AD, etc., etc. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, on va prendre une petite pause de quelques secondes, donc une dizaine de secondes, et on va passer au niveau de notre lab où on va pouvoir découvrir quelques éléments intéressants. Et n'hésitez pas à me laisser vos questions sur l'onglet questions et à répondre au sondage par rapport au temps dans l'onglet sondage ou l'heure qui vous arrange le plus par rapport au webinaire. Je compte sur vous et à tout de suite pour la partie pratique.
Rebonjour tout le monde. Et donc, on va continuer, toujours dans la découverte de quelques outils, principalement qui vont nous aider à faire du street hunting. Donc là, en fait, comme d'habitude, je vous introduis les éléments et ensuite, on va pousser dessus par la suite. N'oubliez pas qu'au niveau des prochains webinaires, notamment le mercredi prochain et celui d'après, on va pouvoir découvrir différents éléments assez avancés, notamment la deuxième partie ou la deuxième partie de ce qu'on a pu découvrir au niveau des de comment dire, au niveau de ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire Blue Down. Donc, on va avoir une étude de cas assez intéressante. Et donc, du coup, n'hésitez pas à pouvoir vous inscrire. Ça sera vraiment très, très intéressant. Il y aura beaucoup d'études de cas. Et pareillement pour le treat hunting, nous verrons des études de cas concrètement. Et par rapport au. Enfin, j'ai décomposé en différentes parties les webinaires, comme ça ne se fait pas aussi forcément très lourde par rapport à, disons, à la durée. Et on va essayer que ça soit un petit peu plus synthétique au fur et à mesure. C'est pour ça que vous dérange un petit peu par rapport à avoir toujours vos avis, à avoir toujours ce qui vous arrange, parce que moi aussi, ça me permet d'avoir des informations globalement par rapport à vos attentes, par rapport au public qui est là, et ainsi de suite. Et donc, du coup, à partir de là, donc un exemple des plus simples, des outils qui peuvent être utilisés pour des treat hunting, on va retrouver par exemple Splunk. Donc, Splunk qui est un corrélateur de log extrêmement intéressant, qui permet de pouvoir récolter des informations à travers diverses sources. On peut donc avoir des sources comme des serveurs, des OS, des serveurs web, des logs systèmes, des logs applicatifs, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant avec Splunk, c'est qu'on peut récupérer des logs à partir de tout et n'importe quoi, qu'on va pouvoir ensuite analyser et qu'on va pouvoir donc détailler afin de pouvoir donc tout simplement récupérer des informations intéressantes, exploitables et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut recouper ces différents logs d'événements, ces différentes sources de données à partir ou au niveau de Splunk, ce qui va nous permettre de pouvoir effectuer un bon nombre d'analyses. Par exemple, sur du Splunk ici, ce qui est plus important, c'est qu'on peut récupérer encore une fois les logs à partir de différentes sources de données. Du TCP, donc du sniffing réseau, de l'IP et du DNS, le flux LDAP, SMB, les différents logs système, les logs Sysmon, donc monitoring system, etc., etc. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est intéressant pour nous parce que ça va nous permettre de pouvoir corréler les logs à partir de différentes sources. On va pouvoir les récupérer, on va pouvoir les analyser et les centraliser, puisqu'une menace, c'est ça l'erreur en fait qu'on fait lorsqu'on fait du threat hunting sans le savoir. C'est une menace, elle ne va pas forcément se cacher ou elle ne va pas juste avoir une activité réseau ou une activité système. Mais une menace, elle va passer par le réseau, elle va accéder au système, ensuite à d'autres systèmes, à d'autres périphériques sur le réseau et ainsi de suite. Et en fait, c'est un boulot, ou disons, c'est un processus en cascade qui va pouvoir être effectué. Et on est obligé de pouvoir analyser un ensemble d'événements ou récolter le maximum d'informations et d'événements possibles pour pouvoir analyser au mieux les différentes sources de menaces. Et à partir de là, à travers divers outils, comme par exemple l'analyse ou des outils, par exemple, d'analyse comme Splunk, on peut faire notre threat hunting de manière extrêmement poussée. Et c'est ça ce que j'adore au niveau de Splunk, c'est-à-dire qu'on peut construire des requêtes intéressantes, on peut effectuer une recherche, on peut construire des requêtes qui vont nous permettre de pouvoir détecter des menaces, des attaques concrètement. Par exemple, en effectuant des recherches à partir ou par rapport à un flux HTTP, donc dans notre serveur HTTP, nous pouvons continuer notre analyse et on peut tomber donc sur des tentatives, par exemple, d'attaque. Donc, par exemple, ici, on a un attaquant qui essaye de pouvoir scanner notre plateforme avec de l'Acunetic, dans ce cas-là, donc un scanner web assez ancien, et donc il permet de pouvoir détecter des tentatives d'attaque principalement. Et à ce moment-là, on a le produit en soi
qui peut être détecté. À partir de là, je peux continuer mon analyse et faire mon threat hunting jusqu'au bout. Et donc, pour pouvoir détecter qui est en train de scanner ma plateforme, qui, donc, par exemple, pour répondre à cette question, on peut donc construire des requêtes et continuer notre analyse. Donc là, par exemple, on va essayer de chercher, d'analyser, de penser, de réfléchir pour pouvoir trouver la bonne requête à mettre en place. Il faut aussi, le plus important, savoir ce qu'on cherche, savoir qui tente de pouvoir effectuer les différentes attaques, analyser les différents événements. En fait, c'est une recherche continue où l'on va pouvoir essayer de pouvoir récolter différentes informations, analyser les différentes opérations et ainsi de suite. Trouver qui fait quoi, tester les différentes sources d'attaque qu'on aura pu récolter pour pouvoir donc analyser donc globalement donc des tentatives dans ce cas-là, par exemple, de brute forcing, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que l'attaquant essaie de chercher, etc., etc. Et ça peut représenter un immense intérêt dans notre cas. On peut aussi chercher qu'est-ce qui va pouvoir être effectué comme recherche, qu'est-ce qui va être effectué comme téléchargement de fichiers malicieux, etc., etc. À partir de là, on a aussi des outils complémentaires qu'on peut utiliser. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. On peut chercher, par exemple, ou dans l'exemple le plus simple, des hashes, par exemple, spécifiques de fichiers. Donc là, je peux chercher un fichier spécifique. On va essayer de pouvoir récupérer ces différents hashes. Et à partir de là, à partir des différents logs système, essayer de pouvoir, ou d'exécution de système, récupérer le hash MD5 ou identifier, pourquoi pas des hashes, pas forcément récupérer, identifier et approfondir nos recherches. Certes, des outils comme Splunk permettent de centraliser les différents logs pour pouvoir approfondir les différentes recherches. Nous le verrons dans la deuxième partie de ce webinaire. Mais concrètement, on va essayer aussi, on va pouvoir utiliser des outils complémentaires. Et il en existe beaucoup d'ailleurs. Donc, par exemple, vous avez des solutions comme App Anyrun. Donc là, je vous le dis, App Anyrun, c'est quelque chose de complémentaire que vous pouvez utiliser pour pouvoir valider vos hypothèses. Donc, par exemple, App Anyrun, c'est un petit peu une sandbox d'analyse de malware. Je ne vous ai pas parlé de Kuko Sandbox parce que j'aime pas. Je vous le dis, j'aime pas. J'ai présenté sur la formation analyse de malware partie 2 parce que c'est nécessaire comme compétence. C'est quelque chose qui est demandé dans les annonces donc relatives au travail. Donc les annonces d'emploi, c'est pas assez demandé, c'est une compétence qui est extrêmement demandée parce que c'est open source, parce que c'est gratuit, mais pour la mise en place, c'est assez complexe, donc surtout sur des infrastructures assez poussées. Et je trouve pas vraiment que c'est pas assez complet par rapport à des produits comme App Anyrun. Par exemple, sur App Anyrun, on peut voir quelques exemples pour pouvoir valider, par exemple, des URL que vous avez détectés lorsque vous effectuez des analyses avec du Splunk, le LK et ainsi de suite. Vous pouvez valider vos hypothèses en effectuant des analyses sur des sandbox et en analysant donc le résultat, ou pas le résultat, mais plutôt en analysant donc le comportement de ces derniers. Donc là, par exemple, je peux chercher un des malwares préférés des administrateurs réseau, Emotet. Et là, par exemple, on peut voir une petite exécution assez simple d'un fichier. Donc, on va prendre ce doc, par exemple. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement analyser les différentes exécutions au fur et à mesure. Donc, je vais essayer de voir quand même un autre malware un petit peu plus ransomware, par exemple. Tac, 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 par exemple, cet exécutable-là. Voilà, parfait. Et donc là, ce qui va nous permettre de faire, c'est déjà, dans un premier temps, voir tout ce qui va se passer, tout ce qui va être effectué sur le système. Donc là, vu que c'est un ransomware, donc on a perdu la connexion avec le système, et ça nous permet de voir les différents process, les différents éléments d'exécution, qu'est-ce qu'il a fait exactement, etc., etc. Ça nous donne aussi une process de graphe par rapport aux différents processus exécutés, ce qu'il a fait exactement, et ainsi de suite. Et c'est assez sympa pour pouvoir identifier des menaces qui ne sont pas forcément connues ou qui sont difficiles à être détectées. On peut aussi
voir d'autres types de menaces. Voilà, ici, où l'on va pouvoir effectuer des analyses un petit peu plus approfondies pour voir tout ce qui va essayer d'exfiltrer, qu'est-ce qui va essayer de pouvoir aller chercher. Et bien sûr, on a toujours notre process, on a même la petite matrice d'attaque Mitre qui va être exploitée. Donc là, je remets la matrice. Donc là, vous avez tout ce qui va être exploité, chaque technique qui va être utilisée par ce dernier. Comment, quand, et ainsi de suite. Et vous pouvez voir toutes les tactiques, contrairement à ceux qui ont été exploités par la menace. Donc, que vous récupérez une URL piégée ou bien que vous récupérez un exécutable, vous pourrez tout analyser, les connexions qui ont été établies. Par exemple, là, on voit bien que l'utilisateur essaie de pouvoir, la menace essaie de pouvoir récupérer des données personnelles et de les envoyer sur un serveur. Ça permet de voir aussi qu'il permet de récupérer des infos confidentielles. Et en fait, par rapport à chaque connexion qui va être effectuée, ou par rapport à chaque process et toute opération qui va effectuer, on va pouvoir récupérer des indicateurs de compromission spécifiques et on peut vérifier si cela s'est déjà passé sur notre infrastructure ou pas. Et ainsi de suite. Donc, on peut exécuter tout ça, on peut continuer notre analyse autant que l'on souhaite. Bien sûr, ceci va être complémentaire à d'autres analyses. Donc, ce que vous pouvez faire à la main, pour ceux qui ont suivi ma formation analyse de malware, peut être effectué de manière automatisée. Donc là, vous avez aussi la possibilité de pouvoir exploiter des centres de détection d'intrusion de manière complète et pouvoir disposer aussi d'un rapport préétabli. Donc, pour des menaces pas vraiment connues, c'est assez sympa parce que ça nous permet de pouvoir de pouvoir spécifier si on est devant une menace réellement ou pas, puisque comme on a dit par rapport à notre objectif d'analyse, on ne sait pas forcément ce qu'on est en train de chercher. Pareillement, pour d'autres plateformes qu'on peut exploiter. Donc, par exemple, je peux avoir à analyser les adresses IP, je peux avoir à analyser des domaines et ainsi de suite. Et on peut donc utiliser, par exemple, des plateformes comme le TreatMiner. Donc, le TreatMiner, qui est une des plateformes les plus intéressantes, qui permet de pouvoir effectuer de mining de data pour identifier des menaces. Et ça regroupe un ensemble de bases de données ou un ensemble de données qui vont être sous format d'adresse IP, qui vont être sous format de hash, d'adresse email, de fichiers d'analyse, etc., etc., etc. Et c'est pas mal du tout parce que ça nous permet vraiment de voir beaucoup de choses. Ça nous permet d'aller très très loin dans notre analyse. Et en même temps, ça nous permet de pouvoir recouper les différentes informations qu'on a ou qu'on va pouvoir analyser au fur et à mesure. Et donc, du coup, ça nous permet notamment de pouvoir récupérer ce qui ne va pas forcément être détecté par d'autres vecteurs d'analyse, donc c'est-à-dire des SIEM ou encore ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bon, pas toujours, mais il y a quand même des approches d'analyse qui vont être assez, qui vont être assez subtiles, ils vont essayer d'être le plus furtif possible. On ne va pas forcément avoir tout facilement. On ne va pas pouvoir faire d'analyse proprement facilement. Parfois, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie et il faudra regrouper avec d'autres éléments complémentaires. Donc, lorsque vous avez trouvé un hash, lorsque vous avez trouvé en même temps pas forcément un hash, ça peut être aussi une adresse email ou tout ce qui va toucher à n'importe quelle approche d'analyse, en fait, vous pouvez arriver et dire, voilà, j'ai récupéré une adresse IP, vous effectuez la recherche d'adresse IP, et là, vous allez voir que vous allez récupérer un ensemble des éléments, comme par exemple une reconnaissance passive qui va être effectuée, les URL qui sont associés, les analyses, etc., etc. Alors, pareillement pour les domaines. Vous pouvez récupérer un domaine ou une liste de domaines et les analyser. Il y a une API que vous pouvez utiliser. Et recouper tout ça avec ce que vous avez sur votre réseau pour pouvoir vérifier si cela fait partie du campagne d'attaque. Donc là, par exemple, vous pouvez même trouver des malwares qui ont fait partie de cette campagne d'attaque. Vous avez les hashes qui peuvent être utilisés dans la recherche. Donc, on va essayer de prendre un autre hash. Et en fait, à partir de là, vous avez même l'historique
d'analyse qui a été utilisé. Donc, vous avez aussi, bien sûr, les différentes reconnaissances passives qui vont pouvoir être exploitées, etc., etc. Et ce qui est aussi d'intéressant, c'est que vous pouvez même analyser les différentes sorties, ou exploiter différents vecteurs d'analyse complémentaires par la suite. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je peux arriver, je peux dire, voilà, moi, j'ai essayé de chercher, je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose, mais j'ai des adresses IP, comment je peux les analyser? En fait, vous avez aussi ce qu'on appelle le Treat Cloud. Donc, le Treat Cloud, qui est en fait une plateforme donc, qui est fournie par AlienVolt qui permet de pouvoir chercher des informations exploitables par domaine, par adresse IP, email, organisme. Donc là, je peux arriver avec une adresse IP, par exemple, et je peux vérifier si cette adresse IP a déjà été relative à une attaque concrètement. Je peux effectuer ma recherche, donc je peux lancer ma recherche, et à partir de là, je peux voir donc, si cette dernière a déjà été relative à une attaque. Donc là, c'est en train de charger encore. Je peux voir les domaines associés à cette adresse IP par an, les classes, des informations sur cette dernière. Et vous allez voir qu'on va récupérer encore plus précieux, c'est-à-dire une structure assez intéressante par rapport aux différents points d'entrée et de sortie. Voilà. Les relations entre domaines, entre adresses IP. Donc là, par exemple, cette adresse IP a été relative à ce domaine-là. Donc, comme vous pouvez le voir, et on a aussi la relation de ce domaine avec les autres adresses IP et ainsi de suite. Ce qui nous permet de pouvoir recouper les différentes infos et donc de pouvoir détecter des signes éventuellement de compromission au niveau de notre machine. Et à partir de là, on peut donc seulement parler donc d'analyse. Donc, ce n'est pas vraiment un travail qui va pouvoir être fait de manière assez simple. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de recherche de l'invisible. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher quelque chose que l'on ne connaît pas forcément. Au niveau du webinaire, quand on va, enfin du 5e webinaire, lorsqu'on va avoir une étude de cas sur la partie threat hunting, ça va être un petit peu plus intéressant parce qu'on va pouvoir avoir une étude de cas de A à Z. Et sans oublier qu'à part ces différents éléments, on a aussi d'autres challenges qu'on va pouvoir rencontrer. Principalement, ces challenges peuvent être le temps, et le temps, dans ce cas-là, est votre ennemi. Généralement, le temps est probablement insuffisant pour chasser les menaces si vous avez déjà un poste ou si vous avez déjà une responsabilité mise en place. Ça, c'est dans un premier temps. Le temps est nécessaire pour chasser des menaces. Ça demande du temps. Ça demande de pouvoir recueillir des données, de créer des hypothèses et d'essayer de les valider. Et bien sûr, il faut du temps pour chercher les indicateurs de compromission, analyser les modèles d'attaquants et les menaces APT. Et pour moi, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, le temps va être l'ennemi numéro 1 par rapport au contexte de threat hunting. Il y aura aussi le problème de ressources. Les solutions de collecte de données, pour pouvoir les déployer. Les logs, il y aura beaucoup de logs. Donc, question de capacité, ressources, comment on va pouvoir faire? Ça, c'est une autre question. Parce que ça demande ce qu'on a appelé du capacity planning, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps. Et il faut avoir déjà un système d'information bien structuré. C'est une question de budget, d'outils, d'équipe, de chargé de réponse à incidents et surtout d'argent. Parce que les solutions, ça coûte cher et Dieu sait combien Splunk est cher. Donc, si vous avez de grandes infrastructures, c'est une autre question. Bon, il y a des alternatives gratuites, open source, comme ELK. Donc je vais répondre, d'ailleurs, j'ai vu une petite question par rapport à ça. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va être efficace dans ce sens. Donc, du coup, à partir de là, on va aussi avoir d'autres challenges, où le challenge le plus important, c'est un challenge de compétences. Mais en fait, le plus dur, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche, et qu'est-ce qu'on regarde et où regarder. Et ça ne peut pas le faire si on n'a pas les compétences que je vous ai montrées au début
du webinar, c'est-à-dire avoir des compétences réseau, compétences offensives, défensives, en analyse de log, etc., etc. Donc, il faut vraiment être assez polyvalent et avoir de bonnes compétences pour être un treat hunter. C'est pour ça que ces postes sont vraiment assez demandés. Ces postes sont vraiment assez rares aussi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de compétences par rapport à ces différents éléments et ainsi de suite. Et donc, du coup, à partir de là, on va pouvoir discuter de tout ça plus en détail au niveau des prochains webinars. Donc, on aura un webinaire vraiment très, très approfondi sur le treat hunting. Il y en aura deux, en fait, sur le déploiement d'infrastructures pour du treat hunting de A à Z, l'architecture, qu'est-ce qu'il faut, etc., etc. La politique à suivre aussi. Et on aura un autre sur une étude de cas complète sur un vrai réseau d'entreprises où on va essayer de chercher une menace ensemble. Et on va voir qu'on peut facilement en trouver dans n'importe quelle entreprise. J'espère que ce webinaire vous a été intéressant, qu'il y a eu des informations où vous avez des plus-values par rapport à ce dernier. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire et n'hésitez pas à poser quelques questions ou à poser toutes vos questions, au niveau de l'onglet questions. Si vous avez d'autres remarques, d'autres critiques, je suis preneur et n'hésitez pas à nous faire part de de toutes vos questions, vos suggestions et ainsi de suite. De mon côté, j'essaie vraiment de pouvoir vous démystifier tous les différents éléments, de pouvoir simplifier les termes, de présenter les choses le plus simplement possible. Et par rapport au prochain webinaire, donc ça va être vraiment très intéressant pour ceux qui n'ont pas vu ce dernier. Je vous conseille de voir l'introduction à Bloodhound. On va le voir pratiquement la semaine prochaine dans une vraie étude de cas. N'hésitez pas à me fournir vos suggestions et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je vais répondre à ces questions-là dans une petite dizaine de secondes. Donc, n'hésitez pas à pouvoir les poser au niveau de l'onglet questions. Je suis bien sûr à votre disposition pour tout complément d'information. Et donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au niveau de l'onglet questions. Donc, du coup, je vais pouvoir répondre dans une petite dizaine de questions. N'hésitez pas. À tout de suite, tout le monde. Donc, on va essayer de répondre ensemble aux différentes questions qui vont être posées. Donc, du coup, on va pouvoir y répondre.
Splunk. Donc, question, ou par rapport à la question de Monsieur Sébastien, donc il nous demande si j'aurais des solutions techniques open source à proposer plutôt que Splunk, qui reste un outil onéreux. En fait, pourquoi je propose du Splunk? Parce que Splunk est l'outil que j'ai utilisé. Au début, je n'aimais pas. Je vais être honnête, j'étais contre complètement. Je trouvais que c'était une usine à gaz au début, mais en fur et à mesure, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en plus de pouvoir être assez simple, donc après, je vais faire une formation, vous avez des plugins super intéressants qui sont déployés. Donc, comme des plugins dédiés au threat hunting, donc ils sont déjà prêts. Donc, on va pouvoir aussi les découvrir par la suite. On a aussi l'élément qui m'intéresse le plus, c'est l'ajout de données de manière extrêmement facile avec une possibilité déconcertante de pouvoir surveiller donc des logs système, de récupérer des logs HTTP, HTTPS, TCP, UDP, Active Directory, host local, etc., etc. Mais aussi la possibilité de pouvoir analyser les différents logs et de pouvoir les structurer sans forcément passer par des approches, disons, complexes. Donc, parce que quand on va passer sur de l'ELK, par exemple, Elasticsearch, Logstash et Kibana, ça va être sympa. Oui, mais ça va être complexe si on veut customiser, jouer avec les logs, etc., etc. Mais bien sûr, si vous avez une petite entreprise, si vous n'avez pas d'éléments vraiment complexes, pas beaucoup de ressources, vous pouvez passer par de l'ELK. C'est pareil. Pour moi, je ne vois pas de différence. Je ne vois pas de différence dans le sens où on est dans une petite entreprise où on a une infrastructure pas très complexe, on n'a pas besoin de customisation, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on va avoir une grande structure, différentes sources de données, des éléments vraiment complexes à mettre en place, là, il faut réfléchir à ce qui va être le plus adéquat. Splunk, c'est un peu cher pour les grandes entreprises, mais c'est le plus efficace pour moi. Après, comme je dis toujours au niveau de toutes mes formations, ce qui est le plus important, c'est qu'on va pouvoir effectuer, ou on doit pouvoir effectuer une analyse concrètement de notre contexte technique, organisationnel, budgétaire, et à partir de là, faire le choix. Pour moi, il n'y a pas de solution meilleure que les autres, sauf dans quelques contextes. J'ai présenté Splunk parce que c'était le plus intéressant que j'ai utilisé personnellement. Ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Mais derrière, ce n'est pas forcément la meilleure. Donc après, ça dépend du contexte. Après, si vous cherchez une solution alternative, je vous propose de voir donc ELK. Donc voilà. Et vous avez d'ailleurs des petits guides assez sympas par rapport à la partie gestion des menaces ou threat hunting ou chasse aux menaces. Donc il y a vraiment des éléments très intéressants. Et le plus dur surtout ici, c'est de pouvoir le customiser, c'est de pouvoir rajouter différents éléments, c'est de pouvoir, donc disons, se former concrètement à ELK. D'ailleurs, il y aura une formation que je vais vous faire sur ELK sur Alform par rapport à ces différents éléments. J'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur Sébastien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Par rapport à Monsieur Didier qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de la suite ELK pour le threat hunting. Elle est bien. Elle est parfaite pour moi, Didier. Elle est parfaite dans le sens où il faut être compétent. Il faut monter en compétence dessus. Il faut l'analyser. Il faut vraiment structurer techniquement les choses, mettre en place son petit cluster et c'est où le tour est joué. Donc, c'est aussi très puissant comme solution. Il faut le dire quand même, Elasticsearch, c'est quelque chose. Mais la différence avec Splunk, c'est vraiment pour moi du plug and play. Je ne suis pas forcé d'aller m'auto-former sur plein de technologies, sur plein d'éléments. Ce n'est pas très technique en fait. Donc, il n'y a pas ce temps d'auto-formation, ce temps de test, d'évaluation et après d'intégration. Mais disons que ça, sur du Splunk, c'est assez rapide, mais sur de LK, on peut avoir la même chose. Mais ça demande, c'est plus technique, c'est plus complexe. Mais c'est tout. Mais il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux, sauf que Splunk, c'est un produit payant. Donc, du coup, vous avez un SaaS, vous avez une évolution assez intéressante, assez rapide, contrairement à ELK qui reste beaucoup plus technique. Donc, si vous préférez, c'est un petit peu pour moi la différence entre du Windows et du Linux.
On peut faire les mêmes choses sur Windows automatiquement que sur Linux. Sur Linux, c'est un petit peu plus complexe. Ça demande d'avoir plus de technique et d'aller plus en profondeur au niveau des différents éléments. J'espère avoir répondu, monsieur Didier. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc, Samy nous demande si l'hébergement et la récupération de logs ne doivent pas se faire sur une plateforme externe à la société pour éviter toute corruption en cas d'attaque. Donc, en fait, lorsqu'on va pouvoir traiter les logs, c'est aussi une politique de sécurité. Lorsqu'on va pouvoir traiter des logs, on va aller chercher à pouvoir les stocker de manière sécurisée. On va aller chercher à pouvoir les traiter de manière sécurisée. On va pouvoir aller chercher à pouvoir les stocker de manière sécurisée. Parce que les logs, c'est bien, mais on ne va pas quand même les mettre en clair, direct. Quand on va récupérer les logs, principalement, on les met dans un syslog. On va pouvoir les sécuriser. On va pouvoir créer des plans ou mettre en place des plans de redondance pour avoir des plans ou avoir des sauvegardes de nos logs. Et bien sûr, tous ces différents éléments suivent une politique de sécurité bien spécifique. Donc, même la gestion des logs, c'est toute une politique avec tout ce qui suit, avec tous les éléments à prendre en considération, comme la rétention, comme la sauvegarde, enfin, la sécurité de la sauvegarde, quand on va le sauvegarder, comment, etc., etc. Donc, c'est tout un process à mettre en place. Donc, du coup, l'hébergement de la récupération des logs va dépendre principalement, non pas d'un objectif de corruption, mais va être relatif surtout et surtout à votre politique de sécurité, au type de données que vous traitez, parce que si vous traitez des données confidentielles, il faut savoir aussi où les héberger et savoir si vous avez les droits ou le droit de les héberger quelque part. Ça dépend du pays, ça dépend de la législation, etc., etc. Donc, par rapport à la liste des liens, bien sûr, vous aurez les liens, vous avez le replay et vous avez le PowerPoint qui va avec. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser sur l'onglet questions. Et n'hésitez pas à vous inscrire au niveau des prochains webinaires. Donc, le lien a été partagé par mon collègue au niveau donc, de la partie, chat. Donc, vous pouvez vous y inscrire. On va pouvoir voir une étude de cas concernant Bloodhound dans un premier temps. Et nous allons voir par la suite l'évasion d'antivirus. Nous verrons aussi un élément complémentaire par rapport à ce dernier. Donc, c'est-à-dire, il y aura un autre webinaire sur la partie Threat Hunting. Et on va pouvoir découvrir tout ça concrètement, plus en détail, au fur et à mesure des webinaires, mais aussi des formations sur Alpha. Donc, j'espère que ces webinaires vous apportent une bonne valeur ajoutée. J'espère que c'est intéressant de pouvoir partager ces différentes informations. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir découvrir ou partager avec vous ces différents éléments. Et je vous dis merci de votre confiance. Merci d'être toujours là. Merci de toujours nous permettre de pouvoir donc faire de notre mieux pour pouvoir donc assurer une grande quantité ou une quantité d'informations assez intéressante. N'hésitez pas pour vos remarques, pour vos critiques. Et je vous dis merci à vous et au prochain webinaire, toujours avec Alphaform. Merci à vous et à bientôt, à vous tous.